Ce son, si vous avez plus de 25 ans, vient de réveiller en vous un souvenir enfui. Et c'est exactement le piège que Nick Antosca vient de nous tendre dans l'épisode 3 de Capfire. Parce que ce qui apparaît sur cet écran, ce n'est pas juste un nouveau personnage, c'est un fantôme. Un fantôme venu tout droit de 1991 et il vient de débarquer dans le salon de Max Cady comme une bombe à retardement. Non! Non! Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle. Je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Et quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Petit rappel pour ceux qui arrivent en cours de route. Max Cady est sorti de prison après 17 ans, s'installe dans la vie des Bowden comme une ombre. Cette semaine, l'épisode s'appelle Sensation fantôme. Et le titre n'a jamais été aussi bien choisi, parce que dans cet épisode, tout le monde est hanté par quelque chose qu'on ne voit pas tout à fait. Anna traque un mystérieux profil nommé Angel X. Tom flirte dangereusement avec une collègue. Et Max reçoit une mystérieuse cassette qui va le briser en 1000 morceaux. 3 fils narratifs, une seule question commune. Qu'est-ce qu'on cache vraiment dans cette famille et dans le passé de cet homme? Première scène marquante, Anna finit par localiser Angel X, le mystérieux contact en ligne de son fils Zach. Et la révélation a un joli twist scénaristique, ce n'est pas Max, c'est une ado nommée Nevaeh Valentine. Et là, on a un moment de cinéma pur. Anna, l'avocate brillante, femme posée en façade, craque. Elle menace cette gamine d'aller en prison et elle lui arrache son sac à main. Ce qui est fascinant ici, c'est ce que ça révèle sur Anna elle-même. Une femme qui dédie sa vie professionnelle à sortir des innocents de prison et qui n'hésite pas d'une seconde à menacer d'y enfermer une mineure pour protéger son fils. L'hypocrisie comme moteur narratif, c'est exactement la marque de fabrique de cette série. Et cette Nevaeh, elle ne se laisse pas démonter. Elle nie tout lien avec Max, mais finit par lâcher une phrase qui devrait vous glacer le sang. Tu sais qui c'est, lui? Un vieux mec que je me taperais bien. Elle ne le connaît pas, mais aimerait être en couple avec lui. Est-ce une admiratrice de Max Cady ou une groupie de plus pour un tueur présumé? Et puis il y a la scène qui pour moi est la plus intéressante de tout l'épisode. Pas la plus spectaculaire, la plus intéressante. Anna et Max font route ensemble jusqu'à Atlanta. Elle aide à obtenir un arrangement financier. Elle s'excuse même de son erreur judiciaire d'il y a 17 ans. Arrêtons-nous 2 secondes là-dessus. Anna s'excuse auprès de Max Cady. C'est énorme, parce que jusqu'ici, la série nous a habitués à une Anna sur la défensive, terrorisée, qui voit Max comme une menace pure et simple. Pourquoi? Parce que Anna porte une culpabilité immense. Elle sait au fond qu'elle a contribué à briser un homme, peut-être à tort. C'est ce qui rend ce personnage tellement plus riche que dans les films de 62 et 91, là où la femme de l'avocat était une victime passive. Ici, Anna est actrice de sa propre culpabilité. Elle négocie, s'implique. Elle essaye de réparer, et c'est là que la série devient dangereuse pour le spectateur. Parce que pendant cette scène, on a presque de l'empathie pour Max. On le voit calme, posé, presque raisonnable face à elle. Anna croit peut-être avoir trouvé un terrain d'entente avec Max, mais nous, spectateurs, nous savons que ce dernier, il reste sur sa faim. Je suis désolée. Merci. Le deuxième fil de l'épisode, plus discret, mais tout aussi révélateur, nous présente Tom, le mari parfait, qui, en l'absence d'Anna, invite chez lui une collègue, Lexi, avec qui la tension est électrique depuis maintenant quelques épisodes. Ils fument, s'embrassent et leur fils est dans la pièce d'à côté, ce qui nous livre ici quelque chose de très subtil sur la personnalité de Tom, un homme qui rationalise tout, sa carrière qu'il décrit lui-même comme mettre les pauvres en prison et garder les riches hors de prison, et désormais sa fidélité. Ce qui est intéressant, c'est le timing. Anna les interrompt par un simple appel téléphonique pour annoncer son retour. Aucune dramatisation, juste un coup de fil. Et ça suffit à faire effondrer cette idylle naissante. La série nous dit quelque chose de très clair ici.
Max Cady sera-t-il celui qui va détruire cette famille, ou cette famille se détruit déjà toute seule? Et si Max n'avait qu'à attendre? Et que dire du climax de l'épisode? Cette scène où Max rentre chez lui et trouve une enveloppe marquée « Salut Max » avec un petit cœur dessiné dessus. Une vieille télévision posée sur sa table basse. Une note « Joue-moi ». Il appuie sur le bouton et sur l'écran apparaît une femme. Une femme masquée, celle qui le suit depuis le début de la série. Celle qu'on apercevait à peine. Et là, elle retire son masque, c'est Juliette Lewis. Un simple clin d'œil au film de 91, j'en doute. Elle revient sous les traits d'une femme mystérieuse. Sans nom, elle chante une chanson lente et dérangeante. Et c'est là que la série frappe fort. Ce simple moment déclenche chez Max un flashback brutal. Un enfant enfermé dans une cage, un collier de chien dans l'enveloppe. Il hurle et détruit la télévision à coups répétés. Et ce geste-là, on ne peut s'empêcher de l'interpréter comme un écho de son propre passé. Sa femme, tuée à coups répétés, il y a 17 ans. La mise en scène ne le dit jamais explicitement, elle nous laisse juste ressentir la connexion. Alors, Anna trouvera-t-elle rédemption aux yeux de Max? Tom va-t-il se ressaisir ou va-t-il être le catalyseur de l'explosion de sa famille? Qui est cette mystérieuse dame? Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire votre théorie sur l'identité de cette femme. Et n'oubliez pas de vous abonner pour la suite, parce que l'épisode 4, ça risque de tout changer.